seconde séance du séminaire Les Voies de la Création. On a la chance et le plaisir de recevoir Stéphane Lochkin, qui est professeur de littérature à Aix-Marseille Université. On s'est rencontrés déjà à quelques reprises, mais avant qu'on se rencontre, j'avais déjà repéré tes travaux depuis très longtemps, parce que tu as travaillé sur l'image, sur les dispositifs notamment, sur une théorie des dispositifs, de représentation, plutôt dans l'art, on va dire. Hein. Et quand on travaille sur les dispositifs de soins médiatisés, au bout d'un moment, on tombe sur tes travaux, parce que tu mènes des travaux en littérature, mais il y a toujours une interrogation à partir ou avec la psychanalyse. Et ça, c'est intéressant dans tes travaux. Et puis plus tard, j'avais été amené aussi à travailler sur Diderot et ce fameux texte sur le paradoxe du comédien. Et tu es aussi un des spécialistes, on peut dire ça, de Diderot. Et donc, une nouvelle fois, je tombais sur tes travaux. Donc, j'avais vraiment repéré depuis longtemps, et j'étais vraiment ravi de faire ta connaissance il y a quelques temps, d'abord à Aix-Marseille, et puis après chez nos amis en Estonie, à Tartu. Donc, j'ai proposé à Stéphane Lochkin de venir parler, puisque par ailleurs, il est co-responsable d'un nouveau diplôme, d'un nouveau parcours de master à Aix-Marseille Université, qui s'intitule Littérature et psychanalyse. Voilà, c'est une nouveauté à Aix-Marseille. Et donc, voilà, c'était une occasion de plus de pouvoir discuter, faire connaissance de façon un peu plus ample, un peu plus approfondie, te proposer de présenter tes travaux, en sachant que nous, on travaille aussi la question de la psychanalyse, notamment autour de la question de la création et des médiations thérapeutiques par l'art. Voilà, donc je te laisse la parole et te dire une fois de plus que je suis ravi de te recevoir ici. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, merci à vous aussi d'être là, aussi nombreux. J'ajouterai un petit mot à ce que Frédéric vient de dire. Notre master littérature et psychanalyse, il a un acronyme. Il s'appelle LIPS. Donc, je pense que pour les psychanalystes, ça parle. Voilà. Alors, du bout des lèvres, donc, je vais commencer cette enquête sur littérature et symptômes que j'ai intitulée Quelque chose de, vous allez comprendre pourquoi. Par contre, je vous préviens tout de suite que le symptôme, il arrive que tout à la fin et qu'il y a tout un cheminement pour aller jusqu'au symptôme. Donc, je commence avec un texte de jeunesse de Freud, un texte peu connu, l'esquisse d'une psychologie scientifique, Entwurf einer Psychologie, dans lequel Freud écrit entre 1895 et 1896. Alors, je vous donne d'abord la traduction que Lacan va démolir, mais pour l'instant, donc la traduction autorisée avant lui. Le complexe d'autrui, autrui c'est Nebenmensch, se divise donc en deux parties, l'une donnant une impression de structure permanente, et restant un tout cohérent, tandis que l'autre peut être comprise grâce à une activité mnémonique, c'est-à-dire attribuée à une annonce que le propre corps du sujet lui fait parvenir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Nebenmensch, qui est traduit par autrui? Nebenmensch, c'est l'oreille ou l'attention familière, voisine, à qui on peut s'adresser juste à côté de soi, figure rassurante, immédiate, et pourtant déjà autre, déjà différenciée d'avec soi. Présence aux côtés et nostalgie de cette présence perdue. Car le complexe du Nebenmensch, un complexe qui ne va pas avoir une vie très longue dans l'histoire de la psychanalyse, mais on va essayer de s'y attarder aujourd'hui, est le processus par lequel le corps de l'enfant, qui sollicite une aide, une écoute, une attention, trouve sa délimitation propre d'avec l'objet et construit son articulation de l'identité et d'altérité. Lacan a été fasciné par cette figure du Nebenmensch, imaginée par le Freud des commencements, une figure que Freud n'a pas explorée ensuite plus avant. Le Nebenmensch constitue une formation intermédiaire entre le petit A et le grand A, et son complexe préfigure en quelque sorte, dans l'ordre de la parole, ce que Lacan théorisera par l'image avec le stade du miroir. Le complexe du Nebenmensch se divise en deux parties. Plutôt, il introduit cette division. D'un côté, il y a la structure, ou en tout cas une impression de structure. De l'autre, la mémoire.
Le travail de la mémoire va venir se superposer à cette structure, interagir avec elle. C'est en quoi consiste ce complexe. Mais cette structure, quelle est-elle exactement? Alors Lacan, dans le séminaire 7 sur l'éthique de la psychanalyse, fait remarquer que la traduction française fausse complètement l'idée de Freud. Dans le texte allemand de Freud, il n'y a à vrai dire ni structure, ni tout cohérent. Mais précisément ce qui va nous occuper ce soir, das Ding, la chose en tant qu'elle n'est pas, nous dit Lacan, die Sache, un produit de l'industrie ou de l'action humaine en tant que gouverné par le langage. C'est la glose que Lacan propose pour die Sache par opposition avec das Ding. Donc c'est la chose en tant que représentation de choses irréductible à la représentation de mots. Vous savez que ces deux notions sont des notions freudiennes. Lacan retraduit donc ainsi le complexe du Nebenmensch se sépare en deux parties dont l'une s'impose par un appareil constant qui reste ensemble comme chose, als Ding. Dans le complexe du Nebenmensch, l'activité mnémonique vient rencontrer l'ensemble, la coalescence, l'appareil qui reste en moi comme das Ding, un quelque chose. Cette rencontre désigne, constitue l'expérience de la réalité, qui n'est jamais une expérience de découverte, mais un mouvement pour retrouver dans le réel, non une structure du sujet ou dans le sujet, mais quelque chose qui, à l'intérieur de moi, s'impose comme appareil. Et je cite Lacan, toujours dans le séminaire 7 sur l'éthique de la psychanalyse. C'est là quelque chose qui, avant l'épreuve de cette recherche, c'est-à-dire cette recherche d'objets qui constitue l'expérience de la réalité, ça c'est moi qui glose, en pose le terme, le but et la visée. C'est cela que Freud nous désigne quand il nous dit que le but premier et le plus proche de l'épreuve de la réalité n'est pas de trouver dans la perception réelle un objet qui corresponde à ce que le sujet se représente sur le moment, mais c'est de le retrouver, de se témoigner qu'il est encore présent dans la réalité. Le Ding comme fremde, étranger et même hostile à l'occasion, en tout cas comme le premier extérieur, c'est ce autour de quoi s'oriente tout le cheminement du sujet. Alors, je vais redire ça plus simplement, ou en tout cas autrement. On ne trouve pas l'objet, on le retrouve. Autrement dit, l'épreuve du réel n'est pas l'épreuve absolue, immédiate, d'une radicale altérité. On ne va pas chercher quelque chose d'autre. On va plutôt s'assurer que cette chose qui est en nous, das Ding, est encore là dans la réalité, ou est là en plus dans la réalité. Dans la réalité, je retrouve la chose qui était déjà là en moi, et certainement pas comme structure du moi, mais bien comme corps étranger, comme appareil en moi de l'étrangeté, du fremde, que j'apparie avec ce que je retrouve par le souvenir du Nebenmensch, de cet autre proche qui constituait mon premier extérieur, à partir duquel j'ai effectué le cheminement vers la saisie de moi-même comme sujet. La chose est en moi, au plus intime de moi, mais elle est là comme appareil de l'autre, du grand autre. Elle s'est installée en moi comme souvenir du Nebenmensch, d'une familiarité accessible de l'autre, mais elle subsiste en moi comme fremde, comme étrangeté radicale. De là, le partage dans la recherche. Je me porte vers les retrouvailles, avec ce qui toujours était déjà là en moi, et en même temps, ce toujours déjà là n'a rien à voir avec moi et se manifeste en moi comme corps étranger. Alors je cite, je suis toujours dans le séminaire 7, « Cet objet sera là quand toutes les conditions seront remplies, au bout du compte. Bien entendu, il est clair que ce qu'il s'agit de trouver ne peut pas être retrouvé. Le monde freudien, c'est-à-dire celui de notre expérience, comporte que c'est cet objet, das Ding, en tant que grand autre absolu du sujet, qu'il s'agit de retrouver. On le retrouve tout au plus comme regret. Ce n'est pas lui que l'on retrouve, mais ses coordonnées de plaisir. C'est dans cet état de le souhaiter et de l'attendre que sera cherché, au nom du principe de plaisir, la tension optima au-dessous de laquelle il n'y a plus ni perception, ni effort. Donc vous avez compris que quand je me porte
vers la chose dans le monde extérieur, non seulement je ne la trouve pas, mais je la retrouve, et non seulement je la retrouve, mais en fait je ne la retrouve pas. C'est à propos du principe de réalité. Oui, c'est pas gai, hein. Bon, vous allez voir, ça ne va pas s'améliorer. C'est à propos du principe de réalité que Freud évoque Das Ding dans son esquisse d'une psychologie scientifique. Das Ding est une émanation du principe de réalité. Il en constitue le secret et en même temps la pression. Die Not des Lebens, l'état d'urgence de la vie, traduit Lacan. Cette pression depuis laquelle naît la recherche d'objets. Mais cette recherche, comment se manifeste-t-elle, sinon par l'expression d'un désir qu'il s'agit de satisfaire en retrouvant dans le réel la chose, d'un désir qu'il s'agit d'assouvir par une correspondance des choses qui s'avère impossible. C'est alors ici le principe de plaisir qu'on repère à l'œuvre, de sorte que Das Ding apparaît comme le point d'articulation entre principe de plaisir et principe de réalité, que l'appareil étranger que constitue la chose dans le moi se présente comme un échangeur entre les deux principes, lançant du dedans vers le dehors sous la pression du principe de réalité, la recherche d'objets, puis ramenant cette recherche à l'établissement d'une correspondance entre l'objet au dehors et la chose en dedans. Par cette retrouvaille, par cette correspondance, une plénitude sera acquise, il y aura satisfaction, quelque chose sera comblé. C'est pourquoi on peut identifier dans ce mouvement retour de la recherche l'expression du principe de plaisir. Et c'est aussi pourquoi ce ne sera jamais totalement comblé. La chose est l'échangeur du plaisir et de la réalité, autour du mirage de retrouvailles impossibles. C'est à ça que sert la chose. Mais comment opère-t-elle à la fois au dehors et au dedans, alors que son opération se distingue, comme représentation de choses, de la représentation de mots? Elle le fait en fait à la limite du mot. Je cite toujours Lacan. Il est en fin de compte concevable que ce soit comme trame signifiante pure, comme maxime universelle, comme la chose la plus dépouillée de relation à l'individu, que doivent se présenter les termes de Das Ding. C'est là que nous devons, avec Kant, voir le point de mire, de visée, de convergence, selon laquelle se présentera une action que nous qualifierons de morale et dont nous verrons combien paradoxalement elle se présente elle-même comme étant la règle d'un certain Gute. Pour aujourd'hui, je veux seulement insister sur ceci, que la chose ne se présente à nous que pour autant qu'elle fait mot, comme on dit faire mouche. Dans le texte de Freud, la façon dont l'étranger, l'hostile, apparaît dans la première expérience de la réalité pour le sujet humain, c'est le cri. À partir du moment où la chose est pensée comme échangeur du plaisir et de la réalité, le mouvement qu'elle initie institue un rapport à la morale. Le mouvement de la recherche d'objets vient alors converger pour trouver satisfaction avec le jugement de goût et superpose le ressort le plus primitif du complexe d'autrui, toujours le Nebenmensch, avec la forme la plus élaborée de l'Urteilskraft, la puissance de juger, cette puissance de juger qui donne son titre à la troisième critique de Kant, et que Kant définit comme un pont sur l'abîme dans son introduction, ce pont qui, de la liberté de la raison, vient s'arrimer à la connaissance de la nature par l'entendement. Lacan transpose ici à la chose ce que Kant dit dans la troisième critique du jugement. Depuis la raison pratique, le jugement s'élabore à partir d'une maxime universelle, mais cette maxime est réduite à une forme vide, qui est la forme du Gute, de l'appréciation du bon. En psychanalyse lacanienne, cela donnera ce que Lacan appelle la trame signifiante pure, c'est-à-dire non le déroulement d'une chaîne signifiante, mais le site, l'espace où accueillir cette chaîne, l'expression minimale à partir de laquelle une parole pourrait se déployer, une sorte de signifiant vide sur lequel d'autres signifiants puissent embrayer, mais renvoyant lui-même à l'absence de signifiant. Un signifiant sans interlocution, se présentant, je cite, comme la chose la plus dépouillée de relation à l'individu. Ce signifiant sera ultérieurement formalisé par le mathème grand-phi. Grand-phi est à la limite du mot et se manifeste par exemple par le cri. Grand-phi n'est pas un mot, il fait mot ou mouche, c'est-à-dire qu'il établit le court-circuit sémiologique
par quoi la recherche d'objets opère son cheminement aller et retour de la chose comme ressort intime au dehors, puis du dehors à la chose comme fremde, comme radicale étrangeté. Plus loin, Lacan rappellera la formule d'une fable de La Fontaine, l'âne et le chien. Alors je vous raconte l'histoire, ça va vous reposer un moment. L'âne se repaît d'herbe dans le pré pendant le sommeil du maître. Ça c'est moi qui raconte, hein. Chez La Fontaine c'est un peu plus long. Le chien demande à l'âne de se baisser parce que l'âne a sur son dos accroché le panier qui contient le pain qui est le repas du chien. Mais l'âne était occupé, ça prendrait du temps de se baisser. Et donc il continue à brouter et il ne se baisse pas. Et je cite La Fontaine, donc après la demande du chien, point de réponse, mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de temps. Dans les phrases négatives, mot devient en français un simple renforcement de la négation. Ne dire mot, ne souffler mot, ne piper mot, en vient à signifier ne rien dire, ne rien suggérer, ne rien comprendre. Du coup, mot, pris isolément comme interjection, signifie pas un mot. Et le mot mot se retourne en son contraire. Il exprime alors la trame signifiante pure dont parle Lacan et le dépouillement absolu dans l'interlocution. Mot fait sens au sens mathématique du mot sens. Il indique la direction de l'interlocution, mais il ne dit rien. Il indique où va le mouvement, mais pour échouer. L'âne brise la solidarité avec le chien, mot. Donc ils étaient copains avant, mais après ça, c'est fini, hein, le copinage. Et le chien, du coup, ne portera pas secours à l'âne quand le loup débouchera du bois pour le dévorer. Ça finit mal pour l'âne, donc. Il y a donc dans la chose quelque chose qui se situe à la limite de la parole et intéresse directement la pratique analytique, car s'y opère une coupe transversale du sujet qui découvre son rapport au plaisir, à la loi et à l'altérité. Das, précisément parce que son appareil se situe à la marge du moi, en lui, mais différent de lui, en détient le secret et la clé d'analyse. Mais Das Ding ne se révèle que comme mot, c'est-à-dire comme à peine de la parole, comme interjection, cri ou formule lapidaire, frustrante, où tout est dit sans que rien ne soit dit vraiment. Dès que le sujet devient prolixe, on s'éloigne de la chose. Le sujet dit trop. Il faut qu'il ne dise mot, qu'il ne dise qu'un mot pour faire mot. C'est ici qu'intervient la littérature, qui a le pouvoir de déployer ce mot, sans l'affadir. Car la littérature ne se contente pas de transcrire des paroles, de dérouler des récits. Elle les inscrit dans un dispositif de représentation. Donc Frédéric a indiqué que c'est une de mes marottes. Et donc vous allez y avoir le droit ce soir, évidemment. C'est un dispositif de représentation, c'est-à-dire un appareil de présentification du fremde, de l'étrangeté, qui mime l'appareil de la chose. Le dispositif de représentation en littérature mime en fait l'appareil de la chose en psychanalyse, à cette différence près qu'il le mime à distance, et donc bénéficie pour ce faire du truchement des représentations de mots. C'est-à-dire qu'on peut faire de la représentation de choses avec des représentations de mots en utilisant le truchement du dispositif littéraire. La littérature peut déployer le mot muet de Das Ding et l'imager longuement malgré son évanescence signifiante de grand phi. Elle n'en finit pas d'en dire le secret, elle n'épuise pas ce secret, mais elle le déroule et l'élève à la clarté et à la consistance d'une représentation. Cette clarté et cette consistance sont celles du symptôme. Et je vais prendre un exemple, là aussi ça va un petit peu nous reposer. Au livre, dès qu'on est à la littérature, on se repose. Au livre 6 des Confessions de Rousseau, Rousseau décrit son arrivée aux Charmettes, où il va connaître le bonheur précaire d'une merveilleuse idylle avec Madame de Varins, prénommée, les psychanalystes en ont fait leur chou gras, maman. Il se remémore ainsi son arrivée sur les lieux depuis Chambéry. Je cite Rousseau. Je donnerai de ces souvenirs un seul exemple qui pourra faire juger de leur force et de leur vérité. Le premier jour que nous allâmes coucher aux Charmettes, maman était en chaise à porteur et je la suivais à pied. Le chemin monte, elle était assez pesante,
et craignant de trop fatiguer ses porteurs, elle voulut descendre à peu près à moitié chemin pour faire le reste à pied. La séquence de remémoration est livrée au jugement du lecteur. Une activité mnémonique vient se soumettre à la procédure d'un jugement, qui est en même temps la procédure de lecture. Cette superposition de la remémoration et du jugement annonce l'imminence de la manifestation de la chose dont nous allons voir comment elle étage et feuillette les strates de la retrouvaille manquée. Le point de départ est ici un cheminement pesant, difficile, embarrassé. La difficulté en est cependant reportée entièrement hors du sujet. Ce n'est pas Jean-Jacques qui peine sur le chemin, c'est maman. Madame de Warens, que son embonpoint gêne et fatigue. Madame de Warens elle-même reporte sa fatigue. Elle craint de fatiguer ses porteurs, dit-elle. Ce n'est pas elle, ce sont eux qui peinent et qu'elle ménage en descendant de la chaise à porteur. La fatigue est ici le symptôme de la difficulté du cheminement, du frayage de la remémoration, doublement déportée de Jean-Jacques sur Madame de Warens, puis de Madame de Warens sur les porteurs. Ce double déport permet d'installer la représentation du voyage à pied, qui est une figure d'identification pour Jean-Jacques. Faire le reste à pied vient se superposer à « je le suivais à pied ». Vous pouvez retrouver sur la citation les deux formules. Sans que soit indiqué comment les deux marcheurs se disposent l'un par rapport à l'autre. Vous remarquez que Jean-Jacques ne dit pas s'il est devant, s'il est derrière, s'il est à côté. Il n'est pas disposé dans l'espace. Il n'y a de fait qu'une seule figure, qui est à la fois celle de Jean-Jacques et celle de maman. Maman, le Nebenmensch, venant s'identifier par la marche difficile sur le chemin au « je » partagé, au « Gigi » de Jean-Jacques. C'est pas moi qui joue là-dessus, hein. Rousseau a beaucoup joué sur... il s'appelle lui-même dans ses textes Gigi. Voilà. Et évidemment, Gigi comme formule du double jeu dans un dialogue qui s'appelle Rousseau juge de Jean-Jacques, où il est à la fois Rousseau et Jean-Jacques, donc J séparé, J partagé. Le souvenir se centre alors sur le Nebenmensch, qui va s'intérioriser comme das Ding sous la forme du souvenir de la chose, souvenir pour Jean-Jacques, mais souvenir à distance de lui. Donc je reviens à Rousseau. En marchant, elle, maman, elle vit quelque chose de bleu dans la haie et me dit « Voilà de la pervenche encore en fleurs. » Je n'avais jamais vu de la pervenche, je ne me baissais pas pour l'examiner, et j'ai la vue trop courte, il est myope, hein. J'ai la vue trop courte pour distinguer à terre des plantes de ma hauteur. Je jetais seulement en passant un coup d'œil sur celle-là, et près de 30 ans se sont passés sans que j'ai revu de la pervenche ou que j'y ai fait attention. Madame de Warens aperçoit une pervenche encore fleurie dans la haie. Elle en fait la remarque à voix haute et marque par là un plaisir de reconnaissance. « Voilà de la pervenche », indique qu'elle retrouve là ce qu'elle a déjà vu ailleurs, qu'elle trouve satisfaction à cette nouvelle rencontre qui réveille en elle d'autres souvenirs. Mais ce plaisir de retrouvailles est décrit à distance, comme un plaisir que le narrateur n'a pas pu partager. Les propositions négatives s'enchaînent. Je n'avais jamais vu, je ne me baissais pas, puis viennent les restrictions, j'ai la vue trop courte, je jetais seulement un coup d'œil, et ensuite 30 ans sans que j'ai revu. Dans le souvenir, le sujet est barré, car le souvenir se fixe en lui comme n'étant pas de lui, comme souvenir de ce qui était dans le réel, à quoi maman a participé, mais que lui a manqué. Le réel entre dans le souvenir sous cette forme négative de ce à quoi je n'ai pas pris part. Parce que cette chose du réel n'a pas été reconnue par le sujet, elle se manifeste comme quelque chose, c'est-à-dire comme un objet qui ne peut pas être nommé, dont on ne peut dire mot, sinon ce mot, quelque chose. Mais le dispositif littéraire permet de le nommer quand même, en introduisant le point de vue exclu de maman, qui, elle, reconnaît la pervenche. Cette reconnaissance n'est pas celle du narrateur, mais fournit au narrateur la forme vide de la reconnaissance, c'est-à-dire l'appareil de Dasting. C'est pourquoi maman fonctionne ici à la fois comme représentation de l'étrangeté et comme préfiguration du moi. Elle est cette formation intermédiaire du Nebenmensch qui provient de la familiarité non divisée avec l'autre pour venir déposer en soi les traces mnésiques de l'étrangeté radicale du réel. Ce réel est-il repérable dans la réalité? Rien n'est moins sûr.
Les pervenches poussent en tapis serré. Si vous connaissez un peu les pervenches, ce que c'est que des pervenches. Pervenche, c'est jamais une pervenche. Quand on voit des pervenches, on voit de la pervenche, un tapis de pervenche. Quand elles fleurissent, elles ne produisent jamais une fleur isolée. Une pervenche, ce n'est pas une rose. Il n'y a pas là une fleur qui constituerait un objet identifiable, mais de la pervenche, hein, si vous voyez le texte, du matériau floral, de la matière brute de réel. Pourtant, il n'y a qu'une fleur. C'est une fleur chose, et ce n'est pas une fleur objet. Madame de Warens se réjouit de voir de la pervenche encore en fleurs. C'est-à-dire que la saison de floraison des pervenches est quasiment terminée, et qu'il reste ici encore une fleur. Les pervenches fleurissent à la fin de l'hiver. On est donc en avril-mai. L'interjection de Madame de Warens nous permet de situer la saison à laquelle a lieu ce souvenir. Or, à la fin du livre 5, quelques pages plus haut, puisque là je suis au début du livre 6, à la fin du livre 5, donc juste avant, le narrateur nous a donné une toute autre indication temporelle. Je cite. « Autant que je puis me rappeler les temps et les dates, nous en prîmes possession, donc nous prîmes possession de la maison des Charmettes, vers la fin de l'été 1736. J'étais transporté le premier jour que nous y couchâmes. « Oh, maman, dis-je à cette chère amie en l'embrassant et l'inondant de larmes d'attendrissement et de joie. » C'est 18e, hein, on pleure beaucoup. « Ce séjour est celui du bonheur et de l'innocence. Si nous ne les trouvons pas ici l'un avec l'autre, il ne les faut chercher nulle part. » Impossible de trouver une pervenche fleurie à la fin de l'été. Là, il y a un problème dans les dates et dans les souvenirs. Il est vrai que quelques lignes plus haut, le narrateur a indiqué que lui et Madame de Warens n'avaient pas tout de suite habité dans cette maison, mais qu'ils avaient d'abord, je cite, essayé 2 ou 3 de ces maisons. Autrement dit, il faut dissocier l'arrivée au Vallon des Charmettes, il y a une longue note savante dans l'édition de la Pléiade, donc il faut dissocier l'arrivée au Vallon des Charmettes à la fin de l'hiver de l'installation définitive à la fin de l'été dans la maison des Charmettes où va se dérouler l'idylle du livre 6. Le transport de Jean-Jacques qui inaugure l'idylle a lieu lorsque la bonne retraite est trouvée, la bonne maison finale, en septembre. Mais en avril, quand ils arrivent, il n'y a aucun transport. C'est une arrivée ratée, un souvenir nul pour Jean-Jacques, dont la pervenche dit la nullité. Il n'a rien vu, il n'a rien compris, il n'a pas du tout compris que ça allait être la super idylle avec maman. Le transport est différé, il n'aura lieu que quelques mois plus tard. Or, Jean-Jacques ne dit pas explicitement cette dissociation. C'est-à-dire, quand vous lisez le texte, vous avez l'impression qu'il est arrivé aux Charmettes, c'était super, oh maman, il tombait dans ses bras. Et d'ailleurs, il y avait la pervenche. Tout ça, à la lecture, on a l'impression que c'est un ensemble. L'effort mnémonique produit un autre transport et établit une autre liaison. Parce que la séquence de la pervenche est suivie d'un paragraphe que nous abordons maintenant. En 1764, je vous rappelle qu'on était en 37, hein, donc 30 ans plus tard. En 25 ans plus tard. Étant à Crécier avec mon ami Monsieur du Pérou, nous montions une petite montagne au sommet de laquelle il a un joli salon. Salon, c'est un salon de verdure, là, c'est à l'extérieur. Il a un joli salon qu'il appelle avec raison Bellevue. Je commençais alors d'herboriser un peu. En montant et regardant parmi les buissons, je pousse un cri de joie. « Ah, voilà de la pervenche !» Et c'en était en effet. Du Pérou s'aperçut du transport, mais il en ignorait la cause. Il apprendra, je l'espère, lorsqu'un jour il lira ceci. Le lecteur peut juger par l'impression d'un si petit objet de celles que m'ont faites ceux qui se rapportent à la même époque, c'est-à-dire à l'époque de l'idylle aux Charmettes. Voilà, le voilà de Madame de Warens devient ici « Ah, voilà !» Et cette fois, il est noté en italien. Là, je reproduis l'édition originale, donc la graphie est la graphie voulue par Rousseau, à partir du manuscrit. Donc, le voilà de Madame de Warens devient ah voilà en italique. Le cri de Jean-Jacques répète la simple remarque de Madame de Warens, mais il lui restitue sa plénitude sensible. Il n'y a plus d'encore, plus d'indication mélancolique d'une fin de floraison, seulement la jouissance de retrouver l'objet désormais retourné et identifié au bonheur des Charmettes.
Le transport manqué en 1736 se réalise en 1764. Mais lorsqu'il se réalise, Madame de Warens, morte à Chambéry en 1762, n'est plus. C'est-à-dire que la communion des âmes sensibles ne se fait qu'à travers un attelage bancal de transport dont les défaillances se compensent plus ou moins. Et je pourrais ajouter qu'il est imagé par le transport K1K sur la chaise à porteur de la pesante Madame de Warens. Ça aussi, c'est du transport. Du Pérou n'est pas n'importe quel ami. Il est celui qui permet la communication littéraire de ce qui n'est pas communicable dans la vie. Rousseau avait en effet fait de Pierre-Alexandre du Pérou l'un de ses exécuteurs testamentaires. C'est lui qui pilotera à Genève la publication de la collection complète de ses œuvres de 1782 à 1789 et en 1790 à Neuchâtel, avec la première partie qui est déjà imprimée des Confessions, il imprime la deuxième partie inédite des Confessions. L'éditeur des Confessions, c'est du Pérou. Du Pérou, c'est non seulement celui qui édite les Confessions, mais c'est celui, parce qu'il y a toute une histoire, ils sont tout un groupe pour éditer les œuvres complètes, la première édition posthume des œuvres complètes de Rousseau, et du Pérou, c'est celui qui décide de l'ordre dans lequel se font les choses, et ça doit, le couronnement, ça doit être les Confessions. Donc l'homme des Confessions, c'est du Pérou. Du Pérou, nous dit Rousseau, lira donc ceci au sens plein. Il le lira pour l'éditer, pour lui donner un sens pour la postérité. D'une arrivée ratée au Charmette, d'une remarque lasse, mélancolique de Madame de Warens, que Rousseau n'a pas comprise sur le moment, qu'il n'a pas partagée, Jean-Jacques fait une exclamation de transport qui fait mot et se charge du bonheur de l'idylle des Charmettes, dont la pervenche était pourtant radicalement disjointe. Incompréhensible pour du Pérou sur le moment, le mot relie le réseau des souvenirs et les strates constitutives du Nebenmensch, de du Pérou à la pervenche, de la pervenche à Madame de Warens, qui elle-même a éprouvé la première, ce qui rétrospectivement tient lieu d'un transport. La chose se révèle ici dans sa dimension d'échangeur du plaisir à partir du ratage de la réalité. Et elle nous permet de mieux saisir ce que Rousseau écrit au tout début du livre 6. Alors, un peu de latin, ça fait du bien à cette heure-ci. Hoc erat in votis, motus agri, non ita magnus, hortus ubi, et tecto vicinus iuvis aquae fons, et paolum, siluae super is foret. Je ne traduis pas, vous avez compris. Bon, il dit, c'était super le cadeau que tu m'as fait, une petite maison dans la prairie, en gros. Je ne puis pas ajouter à Octius atquedi melius fecere. Les dieux m'ont donné encore mieux que ça. Mais donc il dit, moi je ne peux pas dire comme Horace, les dieux m'ont, en plus de la petite maison que tu m'as donnée, Mécène, les dieux ils m'ont donné encore mieux. Parce que Horace, là, il dit, c'est super ma vie. Voilà. Et Rousseau, il dit, c'est dégueulasse ma vie. Donc c'est pour ça qu'il y a un écart. Il ne m'en fallait pas, mais il dit, il ne m'en fallait pas davantage. Il ne m'en fallait pas même la propriété. C'était assez pour moi de la jouissance. Et il y a longtemps que j'ai dit et senti que le propriétaire et le possesseur sont souvent deux personnes très différentes, même en laissant à part les maris et les amants. Mais qu'est-ce que c'est que cette introduction de l'idylle des Charmettes? Il y a longtemps que j'ai dit et senti que le propriétaire et le possesseur... Je vais y revenir. Hein. Le propriétaire et le possesseur... Oui, parce qu'il y a de quoi faire. Le propriétaire et le possesseur sont souvent deux personnes très différentes, même en laissant à part les maris et les amants. Rousseau commence par citer le début d'une note célèbre d'Horace, dans laquelle Horace remercie Mécène de lui avoir offert une petite ferme qui lui permet de jouir de la retraite à la campagne et d'en célébrer les charmes dans sa poésie pastorale. Le récit de l'idylle aux Charmettes s'annonce ainsi comme la réécriture du bonheur d'Horace. Pourtant, Rousseau introduit une série de restrictions. Quand Horace ajoute que les dieux ont fait pour lui plus grand et mieux, auctius atque melius, que ce qui était dans ses désirs, in votis, le narrateur des Confessions stoppe la comparaison. Je ne puis ajouter. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, il n'a pas satisfait ses désirs. Dans le temps même de la plénitude, il nous annonce la fêlure et la chute. Le court bonheur de ma vie n'a guère duré. L'échangeur du plaisir et de la réalité que met en œuvre la chose court toujours déjà vers cette insatisfaction, cet échec. Mais c'est d'elle précisément que naît
la rupture de la jouissance, dont la forme est ici le transport, qui excède radicalement la mesure, modus, le hoc erat in modis, modus agri, la petite taille de mon champ. Donc la mesure, Horace est un poète de la mesure du plaisir. Il dit moi j'ai pas eu ça, mais en fait quand il dit j'ai pas eu ça, il dit j'ai pas eu cette mesure. Donc il a l'air de dire j'ai eu moins, mais en fait j'ai pas eu cette mesure, ça veut dire que du coup j'ai eu accès à plus qu'est la jouissance. Car c'est de jouissance qu'il s'agit. Rousseau nous en rappelle la définition en paraphrasant l'article jouissance de l'encyclopédie, écrit par celui qui est devenu son ennemi viscéral, par Diderot, l'ancien ami absolu. Alors, qu'est-ce qu'écrit Diderot dans l'encyclopédie? Jouissance. Jouir, c'est connaître, éprouver, sentir les avantages de posséder. On possède souvent sans jouir. À qui sont ces magnifiques palais? Qui est-ce qui a planté ces jardins immenses? C'est le souverain. Qui est-ce qui en jouit? C'est moi. Mais laissons ces palais magnifiques que le souverain a construits pour d'autres que lui, ces jardins enchanteurs où il ne se promène jamais, et arrêtons-nous à la volupté qui perpétue la chaîne des êtres vivants et à laquelle on a consacré le mot de jouissance. L'originalité du célèbre article de Diderot avait consisté à articuler le vieux sens juridique de jouissance, bien établi, avec son sens érotique qui est nouveau au XVIIIe siècle. Cette articulation qui permet de faire converger le mouvement du plaisir avec le mouvement du jugement ouvre à une littérature de la chose. Rousseau revendique ici, à demi-mot, la paternité de cette articulation. Parce qu'il dit « il y a longtemps que j'ai dit et senti que ». C'est sous-entendu, Diderot m'a pompé dans l'article jouissance. Moi, je lui avais dit bien avant que la jouissance était rigolo parce qu'il y a la jouissance juridique et puis il y a la jouissance érotique. Il y a jouissance parce qu'il n'y a pas propriété, pas de prise sur un objet, pas de fixation du désir, mais un cheminement, un glissement vers l'aléa, un vacillement autour du mot. Jean-Jacques a connu la jouissance parce qu'il ne possédait pas. Il ne possédait pas, mais que ne possédait-il pas? La citation d'Horace que Rousseau commente suggère qu'il s'agit de la maison des Charmettes, qu'effectivement, ni Madame de Warens qui la louait, ni Jean-Jacques, encore moins, qui était son invité, ne possédait. Mais ne s'agit-il pas ici plutôt de Madame de Warens, c'est-à-dire du Nebenmensch, dont on ne jouit qu'à la condition de ne pas le posséder? Le glissement de sens qui structure l'article jouissance de l'encyclopédie et que rappelle ici Rousseau suggère ce déplacement référentiel qui constitue la chose comme appareil de la jouissance en moi, mais à distance du sujet. Distance sans distance, la femme désirée, c'est maman, la mère qui pour Jean-Jacques a toujours manqué, c'est-à-dire l'objet de l'inceste, le bien interdit en dehors duquel il n'est pas d'autre bien, bien s'entendant au sens moral, comme au sens de la propriété. Le défi face à la propriété, l'inversion de la jouissance et de la propriété, est en même temps un défi à la morale, une promotion de la morale de la chose comme inversion radicale de la morale du sujet. Alors, on s'est bien reposé avec les Charmettes, maintenant on passe à Heidegger. Qu'est-ce qu'une chose? L'épisode de l'idylle aux Charmettes nous montre que ce qui s'y dessine d'itinéraire vers la jouissance par déplacement et contrebalancement des transports est conditionné par une transformation historique du sens même de la jouissance qui vient superposer un défaut de propriété, posséder sans être propriétaire, avoir la jouissance de ce qu'on ne possède pas, à la rupture et à l'excès de la jouissance sensible, érotique, jouir d'une femme, la posséder, éprouver l'égarement de la jouissance, précisément parce qu'il n'y a là aucune propriété, parce qu'on ne possède pas celle qu'alors on possède. À la transformation historique du sens s'ajoute la distance narrative nécessaire à la mise en œuvre et à l'accomplissement du retrouvé. Madame de Warens reconnaît la pervenche en 1736, puis Jean-Jacques retrouve en 1764 par l'exclamation, par le mot, la formule et la sensation de Madame de Warens. Puis Dupérou comprendra en lisant, en éditant la première partie des Confessions en 1782, le mot de Jean-Jacques. Puis le lecteur accédera, après la publication, à cette expérience intime de l'auteur. Il y a toute une histoire là. Le dispositif littéraire de mise en œuvre de la chose se nourrit de cet étagement dans le temps qui, lui aussi, ouvre la dimension de l'histoire. Il n'y a donc de questionnement sur la chose qu'au travers d'une histoire. Encore, cette histoire doit-elle être comprise dans un sens
particulier qui n'a à voir que de façon indirecte avec la grande histoire, avec un grand H des hommes, mais consiste plutôt, si nous en jugeons du moins par notre première analyse de l'épisode des Charmettes, dans le cheminement de la recherche d'objets et son articulation avec la jouissance. Mais peut-être cette consistance de l'histoire dans la mise en œuvre de la chose par la littérature nous apparaît-elle essentiellement subjective et intime à cause de ce qui a été notre point d'entrée pour le questionnement de la chose, à savoir ce que Freud avait nommé le complexe du Nebenmensch. Or, nous avons eu recours à la littérature pour saisir cette consistance subjective, précisément parce que, d'elle-même, sous la pression de la vie, le Not des Lebens, la chose en tant que ressort et finalité du circuit de la recherche d'objets ne se laisse pas facilement saisir. Par le dispositif de représentation qu'elle met en œuvre, la littérature donne à voir ce qui s'évanouit dans le circuit et transpose comme dispositif déployé dans une histoire l'appareil labile du quelque chose. La représentation objective alors la chose, le dispositif rend visible et manipulable son appareil qui dans la vie demeure diffus, immergé dans le flux de la vie, essentiellement méconnaissable par le sujet. Cette interrogation naturelle de la chose a été précisément la tâche que s'est assignée Heidegger dans son cours de l'hiver 1935-1936 à l'université de Fribourg, intitulé Die Frage nach dem Ding, traduit en français sous le titre « Qu'est-ce que la chose ?», mais qui est plutôt questionnement en direction de la chose. Le cours se divise en une introduction générale et un développement sur la critique de la raison pure, qui est relu ici à la fois comme un moment décisif dans l'histoire de l'interrogation sur la chose. Alors pourquoi la critique de la raison pure et la chose ? Vous savez que Kant, dans la critique de la raison pure, il développe un concept qui est le concept de la chose en soi. La chose en soi, c'est le truc qu'on n'atteint pas parce que c'est nouménal, et donc nous, on n'est que dans les phénomènes et on n'est jamais dans les noumènes, dans les sens. Donc là, il y a une chose. Et Heidegger relie complètement la critique de la raison pure à partir d'une interrogation sur la chose. À mon avis, pas exactement ce que Kant voulait dire, mais du coup, ça rend Kant super intéressant, ce qui n'était pas nécessairement du premier coup. Dans cette perspective, comment la question de la chose est-elle d'abord posée ? Selon Heidegger, la chose se manifeste à nous selon un rapport et dans un site. Il faut que vous reteniez ces deux termes. Pour Heidegger, la chose, ça a à voir avec un rapport et un site. Je cite Heidegger. « La vérité est conformité aux choses, concordance avec les choses. Mais de quelle sorte est donc ce qui se conforme ? Qu'est donc ce qui concorde ? Qu'est ceci dont nous disons qu'il est vrai ou faux ? Le vrai que nous trouvons, posons, propageons, défendons, nous le captons dans des mots, mais un mot isolé, porte, trait, grand, mais, et, n'est ni vrai ni faux. Seul un enchaînement de mots peut être vrai ou faux. La porte est fermée, la craie est blanche. Un tel enchaînement de mots, on l'appelle un simple énoncé. L'énoncé est soit vrai, soit faux. L'énoncé est donc le lieu et le site de la vérité. C'est pourquoi nous disons aussi simplement tel ou tel énoncé est une vérité. Vérité et non-vérité, ce sont des énoncés. La chose permet de déployer les catégories logiques du vrai et du faux et la structure linguistique formelle de l'énoncé dans le volume et la dimension de ce que nous avons appelé jusqu'ici appareil ou dispositif et que Heidegger désigne comme avènement, Geschehen. Il y a un rapport consubstantiel entre la chose et la vérité. Si ce rapport est de conformité, de concordance, la chose manifeste une vérité. Que signifie ce rapport ? Tout d'abord que la chose vient s'insérer dans un environnement, qu'il s'agit de vérifier si cet environnement dans lequel la chose se présente à nous est conforme à ce que nous connaissons par ailleurs de son véritable environnement. Si les environnements sont conformes, alors la chose atteste une vérité. Mais qu'est-ce qui définit un environnement ? Quel est, sur le plan logique, face à la chose, l'autre terme du rapport ? Nous suppléons le terme d'environnement, vous voyez qu'il n'est pas dans le texte de Heidegger. Nous trouvons le vrai à partir de l'établissement d'un rapport dont la chose est l'un des termes, mais nous ne pouvons pas caractériser les deux plans entre lesquels s'établit le rapport de conformité. C'est qu'il n'y a pas à proprement parler deux plans. Nous pourrions dire que, depuis le réel, le vrai se manifeste à nous dans le mouvement d'émergence de la chose.
par lequel nous pouvons alors circonscrire et désigner la chose comme représentation. La chose, depuis son environnement, advient à la représentation. La vérité est la conformité pour la chose de son environnement et de sa représentation. Encore n'est-ce là qu'une approximation, car ces termes ne sont pas heideggeriens. L'avènement n'est pas avènement d'une représentation chez Heidegger, il est avènement de l'être. La chose devient cette chose-ci, qui depuis l'environnement des étangs désigne l'être et pointe vers lui. Depuis l'environnement des étangs, ce n'est pas les étangs ANG, c'est les étangs ANTS. La chose devient donc, depuis la littérature, nous comprenons cet avènement comme process de la représentation, même s'il ne s'agit là que d'une métaphore, que d'un simulacre du processus ontologique de l'avènement. Quand la littérature met en œuvre un processus de représentation, elle métaphorise ce que Heidegger désigne métaphysiquement comme le processus ontologiquement d'avènement de l'être. Donc ce n'est pas la même chose, mais ça fonctionne selon la même forme. Heidegger le dit autrement. La chose n'advient pas comme mot isolé, mais comme syntagme, comme énoncé. Le syntagme contient la mise en rapport de la chose avec ce qui l'environne. L'énoncé est la manière que Heidegger trouve de désigner ce que nous avons appelé l'environnement. Cet énoncé, dit-il, est, je cite Heidegger, le lieu et le site de la vérité. La chose s'inscrit dans un rapport et ce rapport constitue un site. Le site est le dispositif de la chose, l'appareil du Das Ding freudien. Je suis en train d'essayer de mettre en série tout, parce qu'ils ont chacun un discours différent avec des terminologies différentes, mais je voudrais vous montrer qu'en fait c'est la même chose. La même chose. Cette notion de site prend tout son sens à partir de la lecture heideggerienne de la critique de la raison pure. Pour Kant, d'un côté, la chose est l'objet de notre expérience et doit être comprise comme, et c'est une expression de Kant, chose de la nature. Mais de l'autre, précisément parce qu'elle est chose de la nature, dans la nature, la chose comme chose individuelle ne peut pas être comprise. Elle ne peut être comprise que dans l'environnement de la nature. Donc toute seule, on ne peut pas la comprendre. Car la nature désigne l'environnement de la chose, ce que Heidegger a appelé l'énoncé, ce qui implique que, sans son environnement, la chose seule, la chose en soi, Ding an sich, se soustrait à notre connaissance et ne peut pas être pensée. La chose est donc radicalement divisée entre l'expérience, le site par lequel elle se laisse facilement appréhender comme phénomène intégré dans son environnement, et la position en retrait de son noyau ontologique, qui est aussi le mot isolé, saisi hors de l'énoncé et devenu par là incompréhensible, méconnaissable, insaisissable. Comment maintenant articuler cette analyse heideggerienne qui ressaisit la chose à partir du jeu kantien de la chose en soi et de la chose dans la nature, vous pouvez mettre des tirets pour tous ces bouts-là, avec la première analyse introduite à partir de la relecture lacanienne de l'essai de psychologie scientifique de Freud, ce par quoi on a commencé. On peut distinguer une première approche, ce par quoi j'ai commencé, une approche subjective, je dirais, de la chose comme appareil de jouissance, et je peux distinguer ça d'une seconde approche objective de la chose comme pierre de touche d'une manifestation de la vérité, par rapport et dans un site. Quoique la première approche nous ait été fournie par la psychanalyse lacanienne et que nous accédions à la seconde par la phénoménologie heideggerienne, on se gardera bien cependant de les différencier épistémologiquement, comme relevant de territoires différents du savoir. Nous avons constaté en effet que la chose se tenait dans le moi, mais à distance du sujet, c'est-à-dire que les catégories du subjectif et de l'objectif s'évanouissent au contact de la chose et ne constituent que des points d'entrée méthodologiques vers un objet qui est à chaque fois tout autant de la compétence de la psychanalyse que de la philosophie, et se saisit, tant subjectivement qu'objectivement, dans la littérature comprise comme dispositif de représentation. C'est cette convergence que je vais maintenant explorer, c'est mon dernier développement, à partir de l'épisode du Père Rob aux Tuileries, donc c'est de la littérature, c'est moins fatigant, dans l'éducation sentimentale. Donc j'ai insisté sur la dimension de l'histoire dans la manifestation de la chose. Histoire du sujet dans son rapport avec le Nebenmensch, l'autre proche,
et grande histoire, avec un grand H, qui fournit les contenus et les clés d'intelligibilité du site de la chose, de l'énoncé par lequel s'établit ou non un rapport de conformité. C'est bien à partir de cette double dimension que Flaubert travaille quand, pour évoquer la sanglante répression de juin 1848 à Paris, il raconte comment le père Roch, affecté à la garde d'un contingent d'insurgés faits prisonniers, est amené à faire feu sur eux. Donc le père Roch, c'est un bourgeois de province. Il a eu la trouille de sa vie parce qu'en juin 48, le peuple a failli prendre le pouvoir. Donc il arrive en renfort à la garde nationale à Paris, mais il arrive, c'est fini en fait. Ça y est, les insurgés, l'insurrection de juin 48 a échoué. Vous savez qu'en 48, il y a deux révolutions. La première, dite révolution bourgeoise, février 48, et là, donc, qui réussit, c'est la fin de la monarchie, commencement de la Deuxième République. Et puis juin 48, c'est l'insurrection ouvrière, qui est beaucoup plus radicale et qui s'est terminée par un carnage et par l'échec de l'insurrection. Alors, là, vous allez mesurer toute l'ironie flaubertienne. Je cite Flaubert. Le père Roch était devenu très brave, presque téméraire. Arrivé le 26 à Paris avec les Nogentais, au lieu de s'en retourner en même temps qu'eux, il avait été s'adjoindre à la garde nationale qui campait aux Tuileries. Et il fut très content d'être placé en sentinelle devant la terrasse du bord de l'eau. Au moins, là, il les avait sous lui, ces brigands. Il jouissait de leur défaite, de leur abjection, et ne pouvait se retenir de les invectiver. Flaubert décrit la peur, l'angoisse du bourgeois face au peuple. Or, cette peur est très difficile à décrire car elle ne tient pas de discours. Elle est même recouverte par un discours antagoniste. La peur se manifeste donc comme présence divisée de la chose, à distance du sujet. Le sujet, lui, fanfaronne. Il jouit ou prétend jouir de sa position de force. Le sujet, le père Roch ici. Contre lui, tout contre, les insurgés entassés dans les caves du palais des Tuileries constituent la présence souterraine, inquiétante de la peur, qui se manifeste comme abjection, le mot est dans le texte de Flaubert, abjection invisible, comme pur dehors, qu'on ne peut pas saisir en soi. La surface du discours dessine l'enveloppe de jouissance du dispositif. Je cite, « Ils jouissaient de leur défaite ». Flaubert recourt à un procédé qui constitue chez lui une véritable marque de fabrique, à ce qu'on appelle le discours indirect libre. Alors là, ce n'est pas exactement un discours indirect libre, mais ça va dans le même sens. Je cite, « Le père Roch était devenu très brave, presque téméraire ». Ce n'est pas le narrateur qui dit ça, parce que ce n'est pas vrai, il n'est pas du tout brave, ni téméraire. Par contre, c'est le personnage qui apparaît à travers le discours du père Roch. Donc cette phrase, le père Roch était devenu très brave, presque téméraire, est une sorte de résumé de ce qu'il était en train de dire. Il tenait des propos comme si il était très brave et téméraire. Le père Roch n'est pas essentiellement brave, mais il joue au brave. Il se fabrique un faux éthos de brave. Les discours qu'il tient sont des discours de brave. Cet être est un simulacre des temps. Il constitue l'énoncé comme non conforme, comme discordance fondamentale avec la chose. Il n'y a là aucune vérité, mais un pur site sans chose, dans lequel la chose se manifestera ultérieurement, comme bien de touche de la vérité, par différence radicale avec le discours de forfanterie. Il fut très content, il les avait sous lui, il jouissait. Il chiait dans son froc, en fait. L'absence de vérité pour la chose n'implique d'ailleurs nullement que le discours du père Roch ne soit pas sincère. Alors c'est là que les choses se compliquent. C'est que, pris entre l'angoisse passée et le soulagement de la victoire, il est clair que le père Roch jouit de la situation de domination qui lui est offerte face à la peur qu'il tient sous lui et qu'il peut mettre en jeu. Cette jouissance est réelle et d'autant plus puissante qu'elle surmonte de façon précaire une angoisse prête à ressurgir à tout instant. La jouissance est le mouvement-retour du rapport à l'objet. Ici, le peuple, allié d'hier lors de la Révolution de février, ennemi d'aujourd'hui. Le peuple est le Nebenmensch du père Roch. Auxiliaire secourable, retourné en puissance inquiétante et étrangère, Fremde. Au-dessus, le père Roch se tient sur la terrasse des Tuileries, la belle terrasse au bord de l'eau, l'espace de la parade et de la maîtrise politique. En dessous, derrière le soupirail, la masse informe du peuple occupe la position intime et séparée de la chose. Mais pour faire chose, il doit faire mot et produire l'énoncé. Un jeune homme alors,
depuis le soupirail, réclame du pain. Et son cri « Du pain !» est repris par les autres prisonniers. Alors je cite Flaubert. « Du pain !» Le père Roch fut indigné de voir son autorité méconnue. Pour leur faire peur, il les mit en joue. Et, porté jusqu'à la voûte par le flot qui l'étouffait, le jeune homme, la tête en arrière, cria encore une fois « Du pain !»« Tiens, en voilà !» dit le père Roch en lâchant son coup de fusil. Il y eut un énorme hurlement, puis rien. Au bord du baquet, quelque chose de blanc était resté. La représentation de la peur reste inversée. Le père Roch est indigné et c'est lui qui, pour leur faire peur, met en joue les prisonniers puis tire. Pourtant, le dérapage qui est ici décrit est entièrement gouverné par la peur du père Roch. C'est parce que l'angoisse est toujours là d'une révolution du peuple qui pourrait l'emporter, lui et ses intérêts, que le père Roch perd le contrôle. Et malgré les barreaux, alors qu'aucun péril ne le menace objectivement, il tire. La scène se cristallise à partir d'un cri. Du pain! Le cri fait mot, comme cri du peuple qui réveille une coalescence de signification. Ce n'est pas seulement le cri de prisonniers qui ont faim et réclament ici, maintenant, un peu de pain. C'est le cri du peuple insurgé en général, qui structurellement réclame sa part des richesses de la nation, exige un nouveau partage du pain. Le pain est ici une représentation de mots réduite au mot seul, à la limite de la chose. Donc c'est de l'autre côté, par rapport à la pervenche. Il déclenche, depuis la théâtralité du mot de scène, l'avènement de la chose quand on sort complètement de la logique du discours pour entrer dans l'appareil innommable de Das Ding. La chose se manifeste dans son dénudement radical avec ce quelque chose de blanc qui était resté. Il ne faut pas se précipiter pour expliciter ce qui demeure implicite dans le texte, pour dire, en général on le fait quand on explique ce texte, que ce quelque chose de blanc ne peut être que la cervelle du jeune homme jaillit du, c'est un truc gore, hein, jaillit du crâne explosé par le coup de feu du père Roch. Flaubert n'entre pas dans ce genre de précision macabre et obscène. Il fait mot comme l'âme de La Fontaine. Il se tait et continue de brouter. Mais la chose se manifeste dans toute la puissance de sa présence et de sa couleur. Le peuple a demandé du pain, et le père Roch lui a donné, arraché à lui-même, le peuple, quelque chose de blanc, qui est l'équivalent, en quelque sorte, du pain qui manque. Tiens, en voilà, dit le père Roch. Et nous retrouvons ici, dans un tout autre contexte, le voilà de la pervenche, qui indique que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui apparaît, mais que la chose est toujours retrouvée, reconnue depuis le Nebenmensch, même si elle demeure méconnaissable pour ceux qui, dans le sujet, se tient à distance de la chose. Ce n'est pas une cervelle qui est reconnue, mais le blanc du pain qui vient horriblement, cyniquement satisfaire la demande et déclencher la jouissance dans l'abjection. Au bord du baquet, quelque chose de blanc était resté. Le baquet est précédé d'un article défini au bord du baquet, alors qu'il n'a jamais été question de ce baquet auparavant. Le baquet authentifie la vérité de l'énoncé. Il fixe le site dans lequel la chose advient comme vérité historiale de l'être, où se lient l'insurrection et sa répression, l'abjection du peuple écrasé et la peur du bourgeois minablement triomphant. Quelque chose de blanc. Le français ajoute ce « de » qui introduit pour le sujet un prédicat, une qualité du quelque chose. Mais « de » porte toujours la trace de sa signification latine originaire. Du haut de, venant de, provenant de. Il y advenait, là, au bord du baquet, quelque chose en provenance du blanc, comme il advenait dans la haie du chemin montant aux Charmettes, quelque chose en provenance du bleu. La chose déclenche un avènement historial, c'est-à-dire un avènement qui n'est ni purement ontologique, l'avènement d'une pure couleur, le blanc du pain ou de la cervelle, le bleu de la pervenche, ni purement historique, le moment de l'idylle et de son passage à la postérité, le moment de juin 1848, mais participe de ces deux mouvements. Donc c'est historial parce que c'est à la fois ontologique et historique. Rentré chez lui, le père Roch retrouve sa fille Louise, follement amoureuse à son insu de Frédéric Moreau, qui est le héros de l'éducation sentimentale. Louise a fait chercher toute la journée Frédéric en vain, elle s'est atrocement angoissée pour lui. Elle ne peut rien dire, et c'est parce qu'elle n'a jamais avoué son amour à personne, et son père ne voit rien. Arrive l'heure du souper. Le traiteur d'en face apporta la soupe.
Mais le père Roch avait subi une trop violente émotion. Ça ne pouvait pas passer. Et il eut au dessert une espèce de défaillance. On envoya chercher vivement un médecin qui prescrivit une potion. Puis quand il fut dans son lit, M. Roch exigea le plus de couverture possible pour se faire suer. Il soupirait, il geignait. « Merci, ma bonne Catherine », c'est le nom de la servante. « Baisse ton père, ma poulette. » Ah, ces révolutions. Et comme sa fille le grondait de s'être rendue malade en se tourmentant pour elle, il répliqua « Oui, tu as raison, mais c'est plus fort que moi, je suis trop sensible. » La chose continue sa marche souterraine dans la représentation dont Flaubert construit le dispositif littéraire. Le père Roch n'arrive pas à avaler sa soupe. Ça ne pouvait pas passer. Le « ça » renvoie pour le lecteur au quelque chose de blanc qu'il a laissé derrière le soupirail du palais des Tuileries, dont il ne sait pas en qui, dont il ne saura jamais exactement, dont il ne se formulera jamais ce que c'était. Ingérer la soupe fait entrer dans l'intimité du corps la brutalité externe du réel, un réel qu'on ne peut nommer sinon comme vague de la chose, comme quelque chose de blanc, puis comme ça ne pouvait pas passer. La chose demeure méconnaissable pour Louise, qui tient ici la position morale du sujet à distance de la chose et de sa moralité inversée. Louise interprète noblement le malaise de son père, lui à qui sa fille est totalement indifférente, qui n'a rien vu, rien compris de son drame sentimental, de son inquiétude pour son amour secret. Elle lui prête une sollicitude paternelle en laquelle il est trop heureux de trouver un alibi à la corporisation de son angoisse. Le père Roch saisit donc au bon la méprise de Louise et s'exclame « Mais c'est plus fort que moi, je suis trop sensible !» Bien trucider quelqu'un. Il ment à nouveau, et il ment à nouveau avec sincérité, car le « ça » a bien été, dans cette occasion, plus fort que lui. Et cet aveu de sensibilité dit sa couardise, alors même qu'il était censé être devenu, vous vous rappelez, très brave, presque téméraire. La vérité du discours est une vérité du point de vue de la chose que méconnaît le sujet. Mentant pour dire cette vérité, le père Roch entre dans la fiction d'une sollicitude pour sa fille. Il se serait tourmenté pour elle comme un amant pour sa maîtresse, comme Louise aurait voulu que Frédéric se tourmentât pour elle. Le discours de la chose, comme dans l'épisode des Charmettes, tend vers le désir d'inceste, qui est la forme inversée, propre à la chose, de la morale. Le chapitre suivant, ce sera ma dernière citation, décrit une brillante soirée mondaine chez les Dambreuses, juste après les événements de juin. Flaubert décrit une table somptueusement dressée et artistement chargée de victuailles. Tout cela semblait meilleur après l'émotion des jours passés. On rentrait dans la jouissance des choses que l'on avait eu peur de perdre. Et Nonancourt exprima le sentiment général en disant « Ah, espérons que messieurs les républicains vont nous permettre de dîner. » Malgré leur fraternité, ajouta spirituellement le père Roch. La jouissance est bien à la fois possession des biens et plaisir des choses. Elle constitue le point d'aboutissement du circuit qui, du dehors, ramène à l'intimité de la chose saisie comme possession et comme dépossession. Il y a jouissance dans cette division de la possession, qui est une autre manière de dire la division de la chose en chose de la nature et en chose en soi. Le dîner chez les Dambreuses vient conjurer le misérable souper du père Roch. Espérons qu'il va passer celui-là, après la soupe qui n'a pas passé. À distance de la chose, les choses sont explicitement dites cette fois-ci. Il n'est plus question de fanfaronnade, ni d'alibi de sollicitude pour Louise. C'est l'ennemi politique qui empêche la jouissance des choses, qui empêche l'incorporation de la chose dans le moi, contre le sujet. Le mot d'esprit du père Roch est le fin mot de la chose, leur fraternité. C'est la communauté politique menaçante qu'il forme et qu'il s'agit de conjurer. Et je conclus, pourquoi la littérature a-t-elle à voir avec le symptôme ? Parce qu'elle fait advenir à la représentation ce qui, sous la pression de la vie, ne se manifeste que comme circuit éphémère et insaisissable à la limite du mot. Le dispositif de la représentation littéraire permet de donner à voir l'appareil de la chose malgré sa méconnaissance par le sujet qui le tient contre lui. La chose se révèle alors dans sa division fondamentale que Kant a théorisée dans la critique de la raison pure en introduisant la notion de chose en soi par différence avec la chose de la nature. Cette division se lie aussi bien comme le lien du symptôme, qui est ce par quoi la chose du réel se lie avec le symbolique par le nœud imaginaire dont la littérature nous fait présent. Je vous remercie.
super. Je voudrais commencer en te remerciant parce que en écoutant ton exposé, je prenais une piqûre de rappel ou en tout cas même une leçon de méthode. C'est-à-dire que il n'est pas du tout rare que lorsque les analystes se penchent sur des œuvres, notamment des œuvres littéraires ou des œuvres autobiographiques, plus, ils y voient une espèce de profondeur psychologique et tendent à pratiquer le diagnostic et faire une lecture psychopathologique de la chose. Sur Rousseau, on en a écrit des tonnes et des tonnes. Et j'étais vraiment fasciné par ta lecture du passage des confessions, enfin de ces passages que tu mets en lien comme ça, dans le fait où, à un moment, tu as une très belle formule, tu dis la surface du discours. La surface du discours dessine l'enveloppe du dispositif. Et je crois que c'est au niveau de la surface et de la cohérence des mots en eux-mêmes qu'en s'attachant à ça, qu'on peut s'éviter de tomber dans la profondeur du soi-disant psychologique. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu ne parles de Rousseau en lui-même. À aucun moment tu parles de la psychologie du père Roch. Ce qui t'intéresse, et c'est là où moi je trouvais ça vraiment une excellente piqûre de rappel, parce que je pensais à Arras aussi, à des lectures qu'Arras pouvait faire de certains tableaux, etc. J'avais vraiment l'impression que tu te situais comme ça au niveau d'une surface, et que ce que tu mettais en lien, c'était la façon dont cette surface pouvait être agencée, et d'une façon qu'on ne percevait pas au prime abord. Et là, sur la question du détail, parce que ce que tu fait comme leçon, c'est une leçon de détail. C'est-à-dire, par exemple, le déplacement qui se retrouve comme ça à différents moments, où j'ai noté plein de petits passages comme ça, où il s'agit vraiment de détails que tu prélèves, mais qui font articulation, qui font cohérence, organisation, et pas forcément pour donner une signification, mais qui pointent à chaque fois vers ce qu'on met sous les yeux, sans qu'on puisse vraiment le voir tout d'abord. Et je trouvais que, enfin, du point de vue de la clinique, c'était vraiment enseignant, c'est-à-dire que c'est la lecture que tu fais des textes, c'est aussi quelque chose dont l'analyste, lui, peut se saisir parfois lorsqu'il cherche à pas donner trop de profondeur. Quand on dit le malentendu de la psychologie de profondeur, quand on cherche à pas donner trop de profondeur aux significations, mais on essaie de se situer justement à la surface d'un discours en articulant certains points de détail comme ça qui surgissent à certains moments, enfin bon, sans vouloir forcément donner dans la psychologie. Donc ça, vraiment, je voulais te remercier parce que je ne sais pas si les étudiants, si les collègues là présents ont entendu cet effort de ne pas verser dans la psychologisation. Mais en tout cas, moi j'ai été vraiment, vraiment sensible. Je voulais savoir si justement cette dimension, ce risque de la psychologie, parce que c'est de ça dont il est question en fait, si toi c'était quelque chose de sensible pour toi, parce que pour l'analyste, ça le devrait. Mais après tout, pour quelqu'un en littérature, pourquoi ça le devrait? Alors, là, je pense que tu as touché à un point de méthode essentiel, parce que effectivement, ce qu'on appelle en littérature la psychocritique, c'est ce dont je me garde toujours. Et par exemple, mais c'est pas simplement parce que je me garde de psychanalyser les auteurs, c'est pour exactement la raison que tu as dite, c'est qu'il y a un piège de la profondeur. Et on en a rencontré un moment là-dedans, c'est quand on est dans quelque chose de blanc chez Flaubert. Ce passage, c'est un passage très connu de l'éducation sentimentale, comme le passage, j'ai pris deux textes très connus et très commentés, l'un et l'autre, donc j'ai pas énormément innové, je dois vous dire. Mais en tout cas dans le choix des passages. Et pour le passage de Flaubert,
immédiatement on dit « Ah, quelque chose de blanc » et on nous explique « Mais le quelque chose de blanc, voilà ce que le père Roch a fait. » Et donc, on rentre dans la profondeur, on explique en profondeur ce qui se passe. On n'est même pas dans la psychologie là-dedans, on est dans l'élucidation de ce que le texte dit au bout du compte. La littérature, c'est pas ça. La littérature, c'est pas là pour vous dire un truc qu'on va traduire en mieux pour que ce soit plus clair. C'est précisément comme c'est dit que ça fait sens. Et je pense que c'est à ce titre qu'il y a ce cousinage entre la littérature et la psychanalyse. C'est-à-dire que quand le patient vient voir son analyste et lui dit « Au fond, la vérité du fond que j'ai à vous dire, c'est ça », je ne suis pas sûr qu'on prenne ça forcément comme argent comptant et qu'on dise « Bon, ben, c'est réglé, l'analyse est terminée, la cure est parfaite ». C'est juste que là, on est certainement encore dans un écran à trompe-l'œil. Voilà. Et donc, cette question de la profondeur, elle est très importante. Bon, il y a une autre raison, qui est, je dirais, une raison tactique, politique, c'est que vous savez que la psychanalyse a une mauvaise presse en critique littéraire. Et elle a mauvaise presse précisément pour cette raison, pour l'usage psychocritique qui en est fait, et qui en est fait peut-être mal. Et alors là, j'ai envie de dire, regardons nos pères fondateurs en psychanalyse. Freud, il en a fait beaucoup de la psychanalyse d'auteur. Et on s'aperçoit, parce qu'évidemment, chaque exemple que Freud a pris et qu'il a analysé a été ensuite de la Gradiva Jensen, le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, enfin, tous ces exemples où il prend dans la littérature, dans les arts, un certain nombre d'exemples pour arriver à la clé de ce que c'est que l'intimité psychique du gars qui s'est exprimé dans l'art. Et donc, évidemment, après, tout le monde est allé chercher les archives, les documents et tout. Et on s'aperçoit que tout est faux. Hein. Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, il s'est planté de A à Z. Est-ce que pour autant, ce texte n'a pas de validité? Il a toujours énormément de valeur. Et donc, il se produit quelque chose d'étrange, c'est-à-dire que peut-être que ce que Freud nous a apporté dans ce texte n'est pas ce qu'il présente comme étant ce qui est essentiel à retenir de ce texte. C'est-à-dire plutôt une méthode, un système de rapprochement, etc., dans lequel il a tâtonné, comme je pense c'est l'expérience de l'analyse. Je dis je pense, hein, parce que je n'ai pas d'expérience personnelle moi, mais j'imagine, hein, l'expérience de l'analyste est aussi une expérience un peu de tâtonnement. Il faut peut-être se garder, d'avoir sa clé des songes et son système d'interprétation tout fait. Ça ne marche jamais exactement comme ça. Et en fait, c'est le tâtonnement de Freud qui nous intéresse. C'est-à-dire justement ce retour toujours à la mise en rapport des choses, la mise en série, donc ce que donc j'ai nommé ici l'environnement. L'environnement qui est un terme intéressant parce que c'est un terme moyen entre la psychanalyse et la philosophie. Parce qu'il y a un troisième problème, enfin il y a un deuxième problème, avant d'arriver au troisième, il y a un deuxième problème après le problème de la profondeur, c'est le problème de la philosophie. C'est-à-dire que là, à l'instant, je viens de parler de Freud, mais vous avez vu que j'ai beaucoup utilisé Lacan, et quand on lit Lacan, on est immédiatement frappé que ce texte, qui pourtant, enfin quand on dit ce texte, déjà ce terme de texte pose problème pour les séminaires, hein, je parle des séminaires. Hein. Les séminaires, ils sont censés être adressés à des psychanalystes pour une formation de psychanalyste. Mais il est clair qu'ils peuvent se lire pour une toute autre destinée, enfin une destination. De la même façon que la psychocritique de Vinci ou de Jensen par Freud peut se lire autrement. Et on est frappé par le bagage philosophique de Lacan. C'est ce qu'il introduit. Il introduit un énorme bagage philosophique qui n'est pas chez Freud. Et ce bagage philosophique, il fait que la réflexion de Lacan, elle n'est pas simplement une réflexion analytique, elle a sa validité dans le champ analytique, mais elle a aussi une autre validité qui s'échappe, qui est la poursuite d'une réflexion philosophique qui a démarré avec la phénoménologie husserlienne et heideggerienne, et donc qui inscrit Lacan dans le mouvement général de la French Theory, même si Lacan avait des rapports compliqués ou des non-rapports compliqués avec ses petits camarades de l'époque. Et donc là aussi, on se retrouve dans un problème d'un discours qui est présenté dans une certaine finalité. Bon, je pense que pour le coup, Lacan n'était pas du tout dupe que ce qu'il disait était à usage multiple, était à usage au-delà de la formation analytique, même s'il le rappelle quand même très régulièrement. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément important, et c'est pour ça que j'ai essayé cet attelage entre Lacan et Heidegger. Alors, je
je dois vous dire, mais c'était déjà un peu long, j'avais prévu un troisième terme, qui était le séminaire de Lacan sur le symptôme, sur le symptôme. C'était à ça que ça devait aboutir. Mais là, ça faisait trop pour une soirée. La prochaine, peut-être. Mais juste encore une question, après peut-être qu'il y aura des échanges, mais justement, enfin, là aussi, quand tu parles de dispositif, tu ne parles pas uniquement du texte. Parce que tu as impliqué aussi la question de l'adresse, et puis après la question de la publication, et donc le lecteur, c'est-à-dire tout le cheminement, le dispositif littéraire, il n'est pas réduit au texte en fait. Et ça j'ai trouvé assez intéressant parce que je me demandais, voilà, quand tu parles du cheminement, et tu dis le dispositif, je note, rend visible ce qui est diffus dans le flux de la vie. Et là, on pourrait presque dire que le dispositif, c'est le mot, tu disais charnière, je crois, échangeur aussi, pour parler du dispositif analytique. Parce que c'est ce qui aussi rend visible, ou on peut être entendable, ce qui est perdu dans le flux de la vie, avec cette espèce de cheminement permanent dans lequel, à la fin, il faut s'inclure en tant que lecteur, tout comme l'analyse s'inclut dans le dispositif en tant qu'objet à laquel s'adresse le transfert. Donc, c'est pas seulement le dispositif, c'est pas seulement le texte. C'est aussi, on retrouve peut-être la question de l'environnement, mais il y a quelque chose qui déborde de loin le texte, et c'est très sensible avec cette idée comme ça de cheminement, de renvoi. Il y a aussi, quand tu parles, j'essaie de retrouver les moments où pour moi ça se mettait à grésiller un peu. Voilà, l'avènement de la chose, c'est-à-dire dans les étangs, mais ce qui pointe vers l'être. Donc il y a toujours cette dimension de ce qui met en mouvement du transport. On va dire. Transport, Hubert Training, on n'est pas loin de transport, transfert, on n'est pas loin de ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que ta façon de lire est la mise en acte, enfin je peux me permettre ça, une question qui te parle ou pas, mais c'est la mise en acte d'un transfert vis-à-vis d'un texte dans lequel tu t'inclus toi en tant que lecteur et qui te permet du coup de découvrir ça comme un dispositif. Est-ce que le lecteur transfère? Oui, mais je dirais pas seulement le transfert a lieu, pas seulement là. Ouais. C'est-à-dire que même à l'intérieur de la fiction, il y a déjà des systèmes de transfert, même avant de prendre en compte le rapport au lecteur. Parce qu'on a tendance, je me méfie un petit peu parce que le lecteur, c'est ce qui est le plus évident, c'est ce qui est le plus visible, je dirais, et le plus massif. Mais en même temps, c'est ce qui est le moins productif dans l'analyse littéraire. Alors, c'est productif dans la comparaison, ce que tu as fait, dans la comparaison entre les disciplines, entre ce qui peut se passer en analyse et ce qui peut se passer dans le temps de la lecture. Là c'est productif. Par contre, pour analyser un texte, les transferts les plus intéressants, c'est les transferts qui sont à l'intérieur. Par exemple, quand je vous dis que quand Jean-Jacques est devant la pervenche, mais qu'il ne la voit pas, en fait, et que c'est Madame de Varennes qui voit que c'est de la pervenche et qui parle, et que je vous dis, donc là, en fait, il transfère, il y a un transfert là, il transfère dans le texte, il transfère l'émotion devant la pervenche dans Madame de Varennes, puisque lui, à ce moment-là, il ne l'a pas eu. Donc, il la transfère, et en même temps, il se représente, lui, en train de ne pas le voir, mais en train de ne pas voir qu'il y a un transport possible. Transport qu'il aura qu'après, mais quand c'est trop tard, puisque Madame de Varennes sera morte. Et donc, à chaque fois, ce sont des systèmes de transfert sans qu'il y ait besoin de faire intervenir le lecteur. Et si maintenant je réduis encore le champ, je prends simplement le rapport, admettons que ce soit Madame de Varennes le sens, que ça n'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, Madame de Varennes, elle est à la fois l'autre et elle est le truchement dans lequel Jean-Jacques se projette pour pouvoir avoir ce rapport impossible à la pervenche. Et prenons simplement Madame de Varennes. Quand Madame de Varennes regarde la pervenche et qu'elle dit « Ah, voilà de la pervenche », c'est pas un texte, ça. C'est une remémoration. Et donc, le texte, il est là pour me suggérer quelque chose. Alors là, je peux dire que je fais intervenir le lecteur, mais en fait, un texte, quand c'est efficace, vous ne voyez plus que c'est un texte. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on expérimente, alors que nous, littéraires, on expérimente tout le temps avec nos étudiants. Hein, c'est que quand l'étudiant voit que le texte est un texte, c'est que c'est raté.
Ça commence à être réussi quand l'étudiant, il n'est plus dans le texte. Et alors parfois, il faut l'arrêter, il faut lui dire « Non mais arrête, c'est des personnages, ils n'existent pas dans la réalité. » Mais en fait, on est très content parce que ça y est, ils ont commencé à exister. Ils ont commencé à... Et c'est ce que la littérature produit. Quand vous lisez un livre et que le livre vous tient, que vraiment il est super le livre, vous ne vous dites pas « J'en suis à la ligne 2007 de la page 124 ». Ça veut dire que juste c'est un pinceau ce que vous êtes en train de dire. Si c'est bon, bah, vous êtes avec James Bond, vous êtes machin, ça tire dans tous les coins, ça baisse dans tous les coins, ça voyage, ça se transporte, etc. Et là, elle dit, voilà de la pervenche, c'est pas du texte ça. Hein, c'est quelque chose qui s'organise, qui se déploie dans l'espace. Donc la chose, l'entrée dans la littérature par la chose, ça nous permet de saisir ça. Le fait que ça se déploie dans l'espace. Et maintenant, sur le rapport avec l'analyse et le fait que la littérature, elle fixe dans son dispositif quelque chose qui est diffus dans le flux de la vie. Ben, je pense que c'est en ça que la littérature elle peut être utile à l'analyste. C'est que le problème pour l'analyste, c'est que le moment, c'est, comment dire, Lacan il a une formule comme ça, il dit la parole sur la poignée de la porte, je crois. Il dit, c'est que le patient, le moment où il dit un truc super important, ben, c'est le moment où justement sa vigilance se relâche un peu, et donc il le dit, il l'a à peine dit, quoi. Il le dit, il est déjà parti, il le dit, il le bafouille. Donc, est-ce qu'il a vraiment dit? Qu'est-ce qu'il a exactement dit? L'intérêt de la littérature, c'est que c'est écrit, hein. Je peux revenir 50 fois, mon texte, il est là. Alors, évidemment, c'est pas un vrai, c'est pas un vrai lapsus, c'est pas un vrai mouvement de l'inconscient, parce que c'est complètement construit. Mais c'est construit en mimant ça, et ça apprend énormément de choses à partir de ça. Et pour pouvoir saisir ce que ça apprend, il faut saisir cette littérature comme un dispositif, c'est-à-dire comme quelque chose qui vous donne du texte pour que vous puissiez le déployer dans l'espace avec un appareil dans lequel il y a cette consistance de la chose. Cette consistance de la chose, elle vous est donnée, mais pour qu'elle soit vraiment une consistance authentique de la chose, il faut que dans le texte, vous trouviez aussi la méconnaissance du sujet par rapport à cette consistance de la chose. Et ça, en fait, dans la vie, vous l'avez très rarement, puisque quand le gars, il n'est pas conscient du truc super important qu'il y a sous son nez, ben, il n'est pas conscient, donc il ne le dit pas. Donc, comment on le voit? Donc, il faut que vous soyez là, au bon moment, le petit œil caché dans la caméra de surveillance, pour repérer le gars qui ne s'aperçoit pas que la chose est en face de lui. Donc, en fait, ça n'arrive quasiment jamais. Et c'est ça ce que la littérature vous donne. Elle vous le donne noir sur blanc, et vous avez tout le temps pour le lire, le relire et revenir dessus. C'est ça ce que je dis quand je dis que le dispositif de représentation littéraire, il déploie dans la durée, dans l'espace, il déploie quelque chose qui est extrêmement diffus et fugitif dans l'expérience de la vie. Ça, c'est l'intérêt de la littérature, mais l'intérêt de l'analyse, c'est que des poignées de porte, il y en aura encore la semaine d'après. Voilà. Donc si on a raté celle-ci, il y en aura d'autres encore. Il faut ajouter un autre intérêt alors, de l'analyse pour la littérature, c'est que s'il n'y avait pas eu l'analyse, on continuerait à lire la littérature comme on la lisait à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire comme dénotative. Donc pour pouvoir saisir ce ressort de la littérature, il faut passer par l'analyse. L'analyse qui est capable de repérer de l'aspérité dans de la surface. Ça, sans la méthode analytique, on ne peut pas le faire. L'attention au signifiant, elle nous a été apportée à nous littéraires par la littérature. Que ça plaise à vos collègues ou non. Même ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la psychanalyse, ils ne se rendent pas compte, mais quand ils font de l'analyse stylistique, ils utilisent des méthodes, des procédés qui sont empruntés à l'analyse. L'attention au signifiant, c'est la psychanalyse qui nous l'a apporté. Donc il y a ce voisinage et cette circulation entre les deux disciplines qui est extrêmement importante, bien au-delà des simples emprunts que Freud ou que Lacan a pu faire à tel ou tel texte littéraire. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur le fait que je ne pouvais pas assigner dans ce que je faisais un territoire pour la psychanalyse, un territoire pour la philosophie, un territoire pour la littérature. C'est le même territoire, c'est un seul territoire. Et c'est ça qui est enrichissant. J'ai encore une autre question, mais il doit y en avoir d'autres, j'imagine. Oui. Merci, c'était vraiment passionnant.
Alors, moi, j'ai été extrêmement intéressé par le rappel que vous faisiez sur la chose comme shifter, en fait, comme embrayeur de votre compréhension des choses. Et c'est vrai que vous avez rappelé rapidement à la fois le texte de Freud et puis la lecture qu'en fait Lacan. Donc, le Nebenmensch se divise en deux parties. Donc, cette partie qui est prise dans les représentations, possible dans les significations, et puis ce qui reste absolument réfractaire, qui est hors temps, hors champ, nous dit Lacan, hors prise dans les significations. Alors, ce que je trouve passionnant, c'est que vous montrez avec les deux exemples, à la fois chez Rousseau et à la fois dans l'éducation sentimentale, ce moment où la chose, elle n'est pas dans quelque chose de blanc, elle n'est pas dans quelque chose de bleu, même si on pourrait le penser. Parce que je suis un peu, moi, réfractaire à l'idée d'une consistance de la chose. Je ne crois pas qu'il y ait de consistance de la chose. En tout cas, c'est ce que dit Lacan. La chose, elle n'a de consistance que dans l'évitement, voilà, dans son absence radicale. Donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, mais si ça marche si bien, votre dispositif, où est-ce qu'elle apparaît, la chose? Eh bien, ce que je me disais, c'était que c'était dans la rupture entre « je dis », je suis brave. Et c'est dans les deux points, dans le moment où en fait on change de registre, que quelque chose effectivement de la chose apparaît. C'est-à-dire non pas dans le « je dis », qui est effectivement quelque chose qui serait de l'ordre de l'énonciation. Et on va retrouver la même chose avec l'histoire d'un pervenche. Je vois du bleu. Mais je crois que la consistance de la chose, elle n'est pas dans le bleu qui apparaît à ce moment-là. Elle n'est pas non plus dans le je vois que je vois à travers madame, ma maîtresse. Mais c'est dans cette rupture où effectivement on change à ce moment-là de niveau d'énonciation et de niveau de représentation. C'est-à-dire quelque chose qui est en train de se constituer en tant que chose, c'est-à-dire ce passage de la phénoménologie décrit parfaitement, c'est-à-dire la chose c'est l'objet non encore constitué en tant qu'objet. Et donc le blanc, vous l'avez très bien rappelé, je trouve ça essentiel effectivement, que ce blanc ne se précipite pas le constitue en objet. La cervelle c'est déjà un objet, c'est une chose. Mais pour autant, c'est pas la chose. C'est-à-dire que la chose, elle est quand même, c'est un reste inassimilable. À un moment, Lacan, il le redira. Et donc, à partir du moment où on a la prétention de le prendre dans les mots, c'est plus la chose. Donc, à quel moment on pourrait dire que cette chose, elle devient shifter dans le procédé que vous utilisez? Bon, moi, je ne serais pas aussi catégorique que vous pour dire que la chose n'est pas dans quelque chose. Je dirais pour deux raisons. Alors là où je sortirais complètement où je reprendrais les choses naturellement, là c'est mon côté littéraire qui ressort. S'il y a écrit chose, c'est qu'il doit y avoir la chose dedans. Par contre, ça n'ôte rien à tout ce que vous dites et peut-être que je ne suis pas assez prudent en disant ça. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il suffit, moi, voilà comment je le dirais, il ne suffit pas de dire quelque chose pour qu'il y ait une chose dedans. Par contre, il faut que, ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est quand même une condition nécessaire. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous avez remarqué que dans les deux exemples que j'ai pris, j'en avais d'autres en réserve, et c'est à chaque fois la même chose. Ce quelque chose, il n'apparaît pas en début de texte, il apparaît au terme d'un processus. Donc, ce qui est important, c'est de bien indiquer ce que vous avez suggéré à l'instant, qui est que la chose, précisément parce que la chose, c'est pas un objet. Un objet, ça a une consistance structurée, finie. La chose, c'est un processus. Donc, forcément, si c'est un processus, vous ne pouvez pas indiquer à un endroit précis où la chose se trouve. Mais il n'empêche quand même qu'il y a un moment dans le texte où quelque chose de bleu, quelque chose de blanc, ça donne une consistance qui fait qu'on se dit, tiens, là, c'était pas là qu'est la chose, mais elle est passée par là. Elle est passée à cet endroit. Mais c'est un phénomène d'apparition, en fait. Oui,
oui, c'est un phénomène d'apparition, mais c'est un phénomène d'échangeur aussi, parce que j'en viens au deuxième point, ce qui est votre question, c'est comment se fait l'échangeur entre principe de plaisir et principe de réalité. Il se fait par ça, c'est-à-dire que le quelque chose, c'est l'endroit où est reçu ce que j'ai retrouvé, et en même temps depuis lequel est envoyé ce que j'ai désiré. Donc j'ai désiré comme venant d'une expérience du réel à partir de ce quelque chose, et ensuite je l'ai reçu comme jouissance. Donc le quelque chose est le point d'échangeur, donc c'est pour ça que là il y a quelque chose d'un peu plus nodulaire qui fait que j'y repère un peu mieux la chose qu'à d'autres endroits du texte, étant entendu qu'il faut toujours insister sur... Et là, je suis d'accord avec vous, mais vous comprenez que pédagogiquement, sur les étudiants, j'ai pas beaucoup de succès quand je dis ça. Je dis, vous voyez, c'est là, sauf que c'est nulle part. Là, les étudiants, ils aiment bien que les trucs, ils soient à un endroit et pas à un autre. Donc, je leur dis quand même, j'ai sûrement tort, mais je leur dis, vous voyez, là, ça y est un peu plus qu'ailleurs. Même si ce n'est pas complètement ça. Et c'est pour ça que le quelque chose de blanc, mais vous voyez que le quelque chose de blanc, c'est quelque chose de bleu, j'ai insisté sur le de, qui est très important, qui indique bien que ça provient de quelque part, et que donc en fait ça provient de quelque part pour être relancé encore. Donc c'est pas totalement là, mais c'est quand même un peu plus là qu'ailleurs. Voilà, c'est peut-être l'équivalent de tes 2 points. Le 2. Alors, les 2 points, pour moi, parce que vous avez beaucoup parlé de rupture pour ces 2 points, les 2 points, pour moi, ils sont, je ne les mettrai pas du côté de la chose, mais de quelque chose qui est très proche de la chose. Pour moi, les 2 points, c'est le symptôme de jouissance. Parce que la rupture, c'est ça qui est le déclencheur de jouissance dans le texte. Et donc, voilà. Bon, donc d'ailleurs, ces 2 points, ils interviennent juste avant le cri. Donc c'est 2 points à voilà, ou 2 points voilà, ou 2 points à. Voilà. Donc on est tout proche du cri qui est le mot, qui n'est déjà plus une représentation de mots et qui n'est pas non plus complètement une représentation de choses, mais qui se situe en gros à l'intersection des deux. Le cri en tant qu'il est écrit. Oui. Le texte. Oui. Ça change les choses parce qu'on oui. travaille beaucoup sur la question du cri, mais là c'est un cri écrit. Oui. Et oui, c'est un cri donc paradoxal, puisque ça, voilà, le cri se présente comme non verbalisé, et la littérature lui donne une forme verbalisée. Et ça aussi, là, ça fait partie de cette caractéristique paradoxale du dispositif de représentation littéraire qui, en fait, déploie dans la linéarité du texte des choses qui vous donnent à penser comme n'étant pas déployées dans la linéarité textuelle. Le cri, c'est un exemple parfait. Alors, on peut revenir sur les passages du texte, des citations. Non ? Bon, j'en profite pour revenir juste sur une question. C'est un mot que tu as réutilisé tout à l'heure, c'est la question du mimer. Parce que tu as dit que le dispositif de représentation mime l'appareil du framing. Alors, pourquoi ce choix de mimer? Parce qu'il y a quand même vraiment une dimension à la fois de jeu, à la fois corporelle, à la fois de semblant aussi. Enfin, qu'est-ce que tu mets, toi, derrière ce... Enfin, tout ça, tu l'entends, c'est-à-dire, bon, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est très, méthodologiquement, qu'il faut quand même rappeler, parce que sinon je serais un charlatan, c'est que ça n'est qu'un simulacre. Ce que la littérature fait, quand elle fait ce genre de choses, ce n'est qu'un simulacre, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas une vraie chose. Parce que, en fait, c'est une pure construction, il y a une construction là. Par contre, cette construction, elle mime au plus près quelque chose qui n'est absolument pas construit, qui est même le contraire même d'une construction.
puisque, comme vous le rappeliez très bien, justement, la chose, ça n'a pas une structure d'objet. On n'est pas dans du structuré quand on est dans de la chose. Et pourtant, quand ça apparaît dans un texte littéraire, on est précisément dans les textes les plus construits qui soient. Tous les textes littéraires ne sont pas hyper construits, mais les textes que je vous ai donnés, ce sont des textes hyper pensés et construits. Pour qu'il y ait, vous avez peut-être eu l'impression que c'était moi qui finassais sur les détails, mais c'est pas moi qui finasse. Hein. Flaubert, son éducation sentimentale, c'était réécrit et réécrit au cordeau, ligne à ligne. Il n'y a pas un bout qui n'ait pas été hyper réfléchi et pensé dans son rapport avec l'autre. Et Rousseau, c'est un penseur qui est un maniaque de la systématicité. Donc tous les rapprochements comme ça, rien n'est fait. Donc quand, si vous voulez, par exemple, je ne peux pas dire juste « Oh ben là, c'est un lapsus calami et donc il y a un truc qui lui est sorti ». Parce qu'il a médité son affaire 25 fois. Alors, c'est vrai qu'on peut méditer son affaire 25 fois et il vous sort quand même des choses que vous n'avez pas vues. Donc, je ne peux pas vous dire non plus qu'il n'y a pas du tout d'inconscient qui travaille là-dedans. Mais je pense que ce n'est pas comme ça essentiellement, ça revient à ta première remarque, c'est pas comme ça essentiellement que la littérature est intéressante du point de vue psychanalytique. C'est plutôt qu'elle mime, alors elle joue avec quelque chose qui a à voir avec les mécanismes de l'inconscient, qui a à voir avec tous les éléments non structurés, mais en cours de structuration, dans lesquels le sujet joue perpétuellement dans la vie, et elle joue avec ça, elle joue et elle en fait quelque chose qui ressemble, qui est peut-être quelque chose comme une danse, qui est peut-être quelque chose comme un jeu, qui est peut-être quelque chose comme un dispositif, ce que j'ai appelé un dispositif. Et l'intérêt de ce terme de dispositif, c'est qu'il me permet de suggérer une organisation sans tomber dans une pure structure textuelle. C'est ça un dispositif. Et donc, voilà pourquoi j'utilise ce terme de mimer. Mais tu as ouvert une piste intéressante qui était... Mais là, ça demande une réélaboration pour le creuser, c'est l'idée du transfert. Parce que ce mime, il a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre du transfert, ça c'est clair. Je pense même qu'on pourrait, mais peut-être une autre fois, déployer ça du côté aussi de ce que nous on pratique et ce qu'on essaie d'élaborer, c'est-à-dire une pratique des médiations, où là on n'est pas uniquement dans une rencontre clinique autour de la parole, comme ce qu'avait pu dire Lacan à un moment, le seul médium de la psychanalyse c'est la parole, ben non. Et qu'est-ce qui se passe justement quand on mêle à la rencontre clinique un faire qui n'est pas uniquement référé à la parole, mais qui met en acte aussi la possibilité de créer, et donc un autre type de rapport à la chose aussi, qui n'est pas uniquement ce rapport dont tu parlais tout à l'heure, le type qui parle, l'analysant qui parle, qui l'a sous le nez, là, et qui ne le voit pas, mais là, dans les dispositifs de médiation, c'est pas seulement qu'on l'a sous le nez, c'est qu'on y participe activement, quoi. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi reprendre ça une autre fois, mais à la lumière de la clinique des médiations, aussi, pas seulement de l'analyse dite classique avec la cure type. Est-ce qu'on en arrête là? Ah oui. C'est la première fois que je participe à la réunion, donc je trouve ça très intéressant de pas avoir ça sur le site, mais c'était la question qu'on regarde avec Heidegger et la question du lieu et du site de la vérité. Là, je crois qu'il y avait quelque chose qui était en train de sauter dans la compréhension, en fait. Ouais. Et j'aurais voulu peut-être revenir sur la compréhension de ce rapport entre la chose et... Sur le rapport et le site, c'est ça? Oui, mais il y avait cette question. C'est ce texte-là. Ouais, voilà. Oui. L'énoncé, donc le lieu et le site de la vérité. Ça vous a laissé pantoise. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, alors, j'explique un peu... Bon, ce qui m'intéresse, c'est que le terme de site, qui est un terme très heideggerien, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il a son équivalent dans le terme freudien d'appareil, qui a son équivalent dans ce que moi j'appelle dispositif.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, de quoi il s'agit? Il s'agit de sortir de l'énoncé pur pour rentrer dans quelque chose qui est... Alors, je vais utiliser un terme qui est encore un terme qui est très proche de l'énoncé, ce qu'on pourrait appeler une mise en contexte de l'énoncé. Mais ce terme de contexte, il n'est pas satisfaisant parce que dans le contexte, je reste dans quelque chose qui est de l'ordre de la textualité. L'idée, c'est de situer, c'est pour ça que j'ai parlé d'environnement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je rappelle de quoi il s'agit. Ce que Heidegger explique là, dit le problème de la chose, ça a toujours un rapport avec la vérité. Mais du coup, si la chose était un seul mot, ça n'a aucun sens de dire qu'un mot a un rapport à la vérité. Une craie, une porte, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que la porte est ouverte ou la porte est fermée, que la craie est blanche ou que la craie est rouge. Donc je suis obligé de développer un énoncé. Pour que je puisse dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai, je suis obligé de développer un énoncé. C'est-à-dire que ma chose, elle va se trouver, ma chose, la craie, la porte, elle va se trouver inscrite dans un énoncé. Cet énoncé, c'est l'environnement de la chose. C'est donc déjà quelque chose... Vous voyez que le terme de contexte ne va pas exactement, parce que ce n'est pas un contexte, c'est une proposition. Maintenant, cette proposition-là, donc, je vais pouvoir indiquer donc si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. Et du coup, cette proposition, cet énoncé, je vais dire qu'il est le lieu, le site de la vérité. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? J'ai introduit un déplacement supplémentaire. Je passe d'un mot à un groupe de mots, et je passe d'un groupe de mots à un lieu, un site, ce que j'ai appelé un environnement. C'est-à-dire quelque chose qui n'est plus textuel, qui n'est plus verbal, qui n'est plus simplement de la parole. Quelque chose qui nous rappelle que quand je prononce une parole, eh bien, le locuteur qui reçoit cette parole, il ne reçoit pas juste, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas signifiant 1 à se signifier B24, signifiant 2 à se signifier Z32. Ça ne marche pas comme ça la parole. La parole, ça marche que quand vous recevez le signifiant, il y a toute une série de réseaux, de concordances, d'associations qui s'installent en vous et qui font que vous allez en dégager premièrement une signification, deuxièmement une opinion par rapport à cette signification. Donc tous ces éléments-là qui vont produire votre jugement par rapport à la parole qui est prononcée, et votre jugement qui ne sera pas simplement de dire ce qu'il me dit c'est la vérité ou c'est pas la vérité, mais quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, il est lié au fait que la chose qui est dite, eh bien, elle est inscrite dans un site. Ce site, c'est tout cet ensemble qui est autour de ce qui est simplement dit et qui fait que tout d'un coup, ça fait un sens. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup.